pense qu'il y a des gens qui disent que la titrisation, ça sert à tout, c'est génial, il le faut partout. Il y a eu un peu cette tendance l'année dernière. Les politiques tout d'un coup se lever en disant il en faut, il en faut. Puis 2 ans avant, 3 ans avant, c'était le contraire. Clairement, c'était le machin qui ne marche pas, qui tue tout le monde. Donc en fait, il y a un vrai problème de. Je pense peut-être un problème d'éducation, un problème de concept aussi. Les gens ne savent pas forcément de quoi on parle. En réalité, la titrisation, c'est un outil. Et comme tout outil, pour faire du bien, faire du mal. Un marteau qui tue quelqu'un, et qui allait faire une charpente. Donc en fait, ça dépend de l'usage que vous en faites et de la façon dont vous encadrez cet usage. Alors de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, je vais me focaliser en fait sur les titrisation traditionnelles ou de cash au sens prudentiel. Alors tout de suite pour éliminer ou parler rapidement de ce qu'il y a à côté, je ne parle pas des ventes d'actifs à des fonds monotranches qui sont parfois qualifiés de titrisation. En France, on utilise souvent le FCT pour faire ça. Mais pour moi, ce n'est pas une titrisation prudentielle. Ça pose des questions quand même. Par exemple, quand la banque tout d'un coup se met à prêter sa signature pour faire l'octroi de crédit pendant 10 minutes et puis passer des crédits qui ont été originés par l'autre à un véhicule, moi ça m'interroge. J'aimerais bien peut-être qu'il y ait un peu de rétention là-dessus, mais naturellement, comme ce n'est pas une utilisation au sens prudentiel, la règle de rétention ne s'applique pas. On ne parle pas non plus d'utilisation synthétique aujourd'hui, mais il y a quand même un point intéressant. Tout le monde s'excite sur la titrisation aujourd'hui, parce que soi-disant, ça peut aider à l'utilisation d'économie, blablabla, les gens de fonds propres. En fait, l'utilisation cash, c'est très compliqué à monter, il y a beaucoup d'acteurs, et pour avoir le transfert significatif de risque qui permet effectivement d'avoir un bénéfice en termes de fonds propres, c'est pas simple. Alors que l'utilisation synthétique, vous avez besoin de 2 acteurs, puis un juriste, un contrat qui fait 40 pages, une bonne due diligence, et c'est assez vite arrivé à un transfert significatif de risque. En fait, l'utilisation synthétique, c'est pas vraiment l'utilisation, parce qu'en fait, il n'y a pas de titre, c'est en fait un credit risk mitigation, un outil qui permet d'alléger le risque de crédit, et on utilise simplement le calibrage de la titrisation pour donner les squats qui vont bien. Mais en fait, il faut quand même retenir ça en tête, c'est que si vraiment on veut financer l'économie, il y a peut-être ce sujet-là à travailler. Alors il travaillait un petit peu dans le projet de règlement de la Commission maintenant adopté par le Conseil, puisqu'il y a ce fameux article que Cédric a mentionné, 270 du règlement qui amende CRR, dans lequel on permet exceptionnellement, donc c'est le cas où on peut avoir des explications STS dans le nouveau cadre, pour les opérations synthétiques. C'est limité, avec un portefeuille de SME, 80% SME, pourquoi 80% il n'y a pas 100%. C'est limité avec des investisseurs qui soient nécessairement des supras ou des gouvernementaux. Moi, ça me pose question à une époque où on dit que les dettes des États sont un sujet, alors qu'il y a à côté plein de hedge funds qui devront prendre. Bon, peut-être que c'est un sujet qui sera creusé. Je ne parle plus de la BCP, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais bon, pour moi, c'est du factoring amélioré, qui utilise la structure SPV pour faire le financement. C'est une utilisation parce qu'effectivement, il y a un surdimensionnement au niveau du cédant, au niveau de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer donc sur les aspects bancaires. Donc, une utilisation bon, très classique, hein, c'est une technique de financement qui permet de monétiser des actifs. À ce sens, ça peut se comparer au banque. Vous avez un collatéral quelque part, et puis vous dites, je donne une valeur, je permets d'avoir accès à un financement, à la liquidité. C'est d'abord ça, à mon avis, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. La plupart des opérations sont faites pour ça. La caricature, le point ultime, c'est des opérations qui sont juste faites pour aller à la BCE. Une opération retail qui est faite à façon, on a une junior qui fait ce qui va bien pour avoir un senior qui fait triple A, éligible à la Banque centrale, et c'est parfait. Bon, d'accord. Au sens prudentiel, en revanche, c'est un point important, la citation implique un tranchage de risque de crédit. C'est bien intéressant parce que par rapport au collateral bond, effectivement, on a juste le surdimensionnement du collatéral, et après on n'est pas là-dessus. Là, on va créer effectivement des classes d'investisseurs différentes. Et on va pouvoir définir des risques, return, adaptés à des besoins d'investisseurs. Troisième point, c'est donc un outil, hein, pas plus que ça, ni moins que ça. Si l'originateur peut passer le test de Significant Risk Transfer, le SRT, alors il va pouvoir faire un échange de risk-weight entre le risk-weight du portefeuille qu'il a maîtrisé et le risk-weight des positions qu'il va conserver dans l'opération. C'est difficile d'avoir le SRT.
La bonne chose récente, c'est qu'il y avait un problème d'harmonisation. Les superviseurs n'avaient pas forcément la même vision. Depuis un an maintenant, il y a des guidelines de l'EBA qui permettent d'avoir une vision globale, commune, partagée. Et alors pour les pays comme nous qui sommes dépendants de l'SSM, de la BCE, ben c'est actuellement la BCE qui va appliquer les guidelines de l'EBA. Donc on va avoir quelque chose de propre, je pense, mais quand même de rigoureux et exigeant. Alors, avantages et risques. Ben, donc un outil qui est utile, hein, on peut l'espérer. Il est utile pour le cédant, donc qui espère avoir un refinancement à un coût pertinent. Ça se discute, parce que c'est coûteux d'organiser une utilisation. Il faut payer tous les intervenants, tous les agents. Les investisseurs, ils ont besoin d'avoir une rémunération qui est proportionnelle à leur risque. Et parfois, on l'a discuté l'an dernier dans un groupe de travail piloté par la CPR et la Banque de France. On a un problème avec la rémunération des actifs sous-jacents. Il faut bien payer, il faut qu'il y ait un spread suffisant pour payer les investisseurs. Et si il se trouve que les actifs sous-jacents ont un taux d'intérêt qui est modifié, parce qu'on fait la subvention croisée entre produits, on n'est pas capable de maîtriser de façon économique un portefeuille d'actifs. Ça peut être un problème. Donc, on a dit, si on sait atteindre le SRT, on va avoir un allègement du bilan potentiel, donc un impact favorable sur les économies de fonds propres. Entre nous soit dit, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire une base de fonds propres. J'appelle 4 investisseurs en capital et je leur dis, est-ce que vous pouvez faire 1 milliard d'euros faire l'équivalent des exigences d'économie de fonds propres avec une personne de prestation, c'est quand même tout compliqué. Là, je cherche à limiter un peu les enthousiasmes. Pour l'investisseur, c'est bien aussi parce qu'il a l'opportunité d'investir sur des classes d'actifs auxquelles il n'y a pas forcément accès. Donc il y a plein de gens qui se disent, c'est génial, je vais investir dans les PME, c'est super, je pourrais y arriver. Maintenant, je vais pouvoir le faire. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut tailler les parts pour qu'elle génère un profil de rendement risque qui convient à l'investisseur. Et on peut éventuellement, l'opération de base, c'est sur l'opération avec une senior ou une junior, mais après on peut avoir 40 mezzanines intermédiaires. Je signale que le superviseur n'aime pas beaucoup quand il y a beaucoup de mezzanines intermédiaires parce que c'est soupçon d'arbitrage réglementaire. Parce que naturellement, les risques ne sont pas continus, et donc quelque part, il y a des effets de seuil qui peuvent être intéressants pour l'originateur ou l'investisseur. Et puis, pour l'investisseur, il n'y a pas que les banques. Il y a de nouveaux acteurs qui doivent intervenir dans cette infrastructuration. Ils vont avoir accès à des portefeuilles bancaires, en fait. Et donc, on va avoir le shadow banking qui va arriver. Alors, il y aura les assureurs, ça c'est bien, ils sont régulés. Et puis, le shadow banking, c'est bien aussi parce qu'ils n'ont pas d'argent à placer. Mais la conséquence, c'est qu'on va diffuser du risque à l'extérieur du système bancaire. C'est intéressant à faire sans doute, mais peut-être qu'il faut le contrôler. Alors, donc c'est un outil utile, c'est un instrument dangereux peut-être aussi. Les opérations sont complexes à structurer et à implémenter, donc ça génère plein de risques. Alors, je ne veux pas les identifier un par un, il faut que vous les voyez, ils sont classiques, le risque de modèle, les agences de rating ont enfin un peu de mal à dire ce que c'est un triple A par rapport à l'I2Z. Le risque agency, donc toutes les problématiques des différents acteurs qui ont des conflits d'intérêts. Et donc en particulier le fameux modèle Originate to Distribute. Je fais d'octroi, je m'en fiche, de toute façon je ne garde pas. Les risques légaux et litiges, donc est-ce que ma vente est une trousselle au moment où on aura vraiment l'accès actif, est-ce que je pourrais y avoir accès Les risques de contrepartie, il y a souvent des opérations de swap, d'options, donc je prends des contreparties, j'ai un risque de contrepartie sur mon serviceur aussi peut-être, en tout cas sur le cédant s'il continue à gérer les créances, soit il faut le gérer. Risque de liquidité. Alors souvent les montages sont pass-through, on a vu dans le passé des montages qui n'étaient pas pass-through, avec des problèmes, les CLDS par exemple, on dépendait du refinancement à l'échéance du bien immobilier, donc ça c'est un souci. Puis le risque opérationnel, il y a toute une usine, avec des calculs, des délais à respecter, des flux à surface, donc il faut que ça marche. Question de la transparence, ça va être nécessaire évidemment, parce que quand c'est compliqué, il faut qu'on comprenne. Mais chaque niveau on met le curseur. Est-ce que j'envoie 40 000 pages d'informations? Évidemment, tout le monde sait que trop d'informations, plus d'informations, donc il faut stratifier l'information, il faut la structurer, il faut la rendre claire. Je pense que là, il faut regarder. Ce qui est important, c'est que l'investisseur comprenne le type de risque qu'il prenne. Donc en fait, on a besoin d'avoir une information simplement standard, suffisante, mais pas forcément exhaustive. Il faut que l'information exhaustive puisse être accessible aux cas échéants, mais il ne faut pas forcément la balancer sur tout le monde à tout instant. Donc on a des situations variées en fait. Donc là, c'est naturellement le discours habituel des Européens.
vive l'Europe, les États-Unis sont vraiment des criminels. Bon, les leçons de la crise de 2007-2008 ont montré qu'on avait, on revient sur les risques précédents, on avait ces problèmes d'aléa moral. On avait l'effet de levier aussi, on avait des CDO Square, CDO Cube, CDO machin. En fait, là c'est vraiment des modèles. Je crois à mon modèle, c'est vrai, sauf si je suis assis moins par rapport à un seuil. Et à un moment donné, si je suis assis plus et que je suis planté dans mon modèle, je vais diverger. C'est pas d'équilibre stable. Problème de la transformation. Alors la caricature, c'est décidé. Problème de concentration. C'est aussi un peu le problème des CMBS. Quand on a 3 actifs sous-jacents, qu'est-ce qui se passe? On a un problème de discret en fait, par rapport à quelque chose qui est plus granulaire. Les modèles marchent mieux avec du granulaire, entre la loi des grands nombres. Plus de problème de l'opacité, il y avait certainement des deals qui étaient faits avec le moins de clarté possible, juste pour prendre la commission. Donc, une approche différenciée. Mais globalement, tout le monde est d'accord, je pense. Il faut augmenter les exigences fonds propres associées aux investissements en détectation. Je parle des banques, et potentiellement aussi des assureurs. Je ne me préoccupe pas des intervenants non régulés, ils mettent le capital dont ils ont besoin sur leurs propres règles. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas identifier des opérations dans lesquelles les risques de structure, c'est ça dont il s'agit, peuvent être atténués et qui mériteraient éventuellement un traitement financier plus favorable? Et bien en fait, la réponse donnée par d'abord le comité de Bâle à l'IOSCO, puis le BA, puis dans la commission et le conseil, c'est qu'il y a des opérations qui pourraient être simples, transparentes et standards. Ces opérations, si on arrive à les identifier, on pourrait leur donner une exigence fonds propres inférieure à l'exigence normale, et ce discount permettrait de faire revivre le marché, permettrait de faire un transfert efficace des risques d'investisseurs institutionnels, et puis, en général, protégerait les investisseurs et permettrait de limiter le risque systémique. Alors, l'agenda réglementaire, vous le connaissez, hein, Bâle, donc décembre 2014, a publié son nouveau cadre, avec une nouvelle hiérarchie des approches. Il sera plus conservateur que le cadre actuel, ça tout le monde le sait. Il est aussi parfois un peu dans cet aspect incohérent, il y a des problèmes entre le RPA et puis la standard, qu'on a bien vu au niveau européen. Et ça, c'est la négociation. Il y a un problème, c'est pas de la science, c'est de la négociation. Et puis, basé sur ce document bâlois, qui dit qu'il faut implémenter le cadre dans toutes les juridictions pour 2018, donc la commission, en grande sagesse, s'est saisie du sujet et a publié donc son paquet le 30 septembre avec deux propositions qui s'appuient sur un rapport de l'EPA qui précédait. Voilà, donc je ne reviens pas sur ces deux règlements que Cédric a écrit, un règlement transverse et un règlement qui avance CRR. Donc, je ne vais pas balayer les critères un par un, mais je vais juste en prendre un ou deux. Une titrisation simple, on élimine les retitrisation, par exemple. Ça paraît aller de soi. On veut quelque chose qui soit trop saine. On veut que l'actif soit vraiment disponible au moment où les places au véhicule. On veut que les créances aient été générées dans le cours ordinaire du business du cédant et pas ad hoc pour faire une opération. On ne veut pas qu'il y ait dépendance sur le présentement d'actifs, c'était le point de l'SCMBS en niveau du tout. Naturellement, il faut que les créances soient saines au moment où on essaie. Et ça, c'est juste une question opérationnelle. On va s'assurer qu'il y a au moins un paiement qui a été effectué. Ça veut dire que la chaîne de paiement par le débiteur fonctionne, il est capable de payer et il y a bien un virement automatique mis en place. Simplicité, transparence. Bon, c'est le respect des directives de transparence. Il faut que le document soit disponible, qu'il soit clair, que l'investisseur comprenne le modèle de cash flow, pour qu'il puisse le comprendre. On ait accès aux données de défaut et de perte sur une période historique suffisante. On a accès aux créances sous-jacentes. Et puis, un reporting régulier aux investisseurs. Standardisation. Là, c'est classique. Rétention. Couverture des risques de taux de change. On ne veut pas mettre d'index bizarroïde. On souhaite que la société du trustier et du serviceur soit clairement établie. Et on veut aussi que l'originateur et le serviceur aient de l'expérience. Et puis, pour bénéficier, si on est une banque et qu'on veut investir dans une opération STS, donc il respecterait tous les critères que je viens d'écrire, d'évoquer, qui sont donc dans le règlement.
on rajoute une couche sur le thème de risque de crédit du portefeuille. On veut que le droit de crédit ait été fait sur les bases professionnelles, donc que le prêteur ait vraiment une expérience, qu'il puisse le montrer. On veut pas qu'il y ait de concentration du portefeuille, donc on a imposé une limitation de 20% des actifs. Et puis, aussi pour le risque du portefeuille sous-jacent, c'est le risque réglementaire d'approche standard. C'est-à-dire qu'il y a toute une famille de risques qui sont un critère minimum. Si on ne respecte pas ces risques minimums, on n'est pas éligible. Alors, voilà, je reviens à ma petite sorcière, c'est le fait ma sorcière. Je remets dans le cas vraiment de base de l'opération AAA, voire en tout cas qualité 1. En CRR, en méthode avec un rating ou bien en méthode du superviseur, j'avais droit à un risk weight de 7%. Bon. Avec un portefeuille sous-jacent qui peut être n'importe quoi, qui peut être 120% ou n'importe quoi. Donc c'est quand même pas mal. BAL tue tout ça parce qu'il double les chiffres de fonds propres. On passe de 7% à 14%. Diable, pour le même portefeuille sous-jacent. Bon, la magie de l'opération STS nous ramène un peu plus bas, puisqu'on peut avoir du 10%. Donc c'est le compromis. C'est à ça qu'on arrive aujourd'hui. Le superviseur, il est attentif au développement de ces opérations. Il ne voudra pas que ça développe de façon n'importe comment. On ne souhaite pas forcément que les banques investissent dans des couches mezzanines. Alors, naturellement, le cadre prévoit, le permet, autorise, mais on ne cherche pas à inciter. Voilà.